Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après avoir vérifié lors des 4 séquences que nous avons précédemment passées, et dont nous avons évoqué et placé les libertés publiques et les droits de l'homme dans la durée, nous avons également exposé, présenté un peu les différents courants de pensée qui ont influencé le contenu des libertés publiques et des droits de l'homme. Nous avons aussi évoqué la constitution idéologique, religieuse, qui est d'ailleurs derrière la formation des libertés publiques et des droits de l'homme. Aujourd'hui, on va étayer 2 axes relatifs c'est toujours s'inscrit dans le prolongement de la matière. Le premier axe, il porte sur la formulation. Comment se sont formulées ces libertés publiques. Deuxième élément, formulation évidemment qu'on va être développée dans 2 axes. Un axe qui vocation universelle, internationale. On va vérifier en l'occurrence un peu le contenu, l'analyse juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le second axe, il porte sur la dimension régionale des droits de l'homme. Dans le second axe, on va présenter un peu l'importance de cet héritage à la fois historique, politique, philosophique, religieux, consacré par la Constitution. Donc on parle de la constitutionnalisation de ces libertés publiques. On va vérifier les différences, évidemment, cette constitutionnalisation à la lumière de la hiérarchie de l'ordre juridique. S'agit-il d'une disposition inscrite dans le préambule, ou une simple déclaration, ou tout simplement une disposition qui fait partie des principes généraux du droit. Alors, la première idée, il porte sur la formulation. Formulation internationale, c'est-à-dire l'action internationale en faveur des droits de l'homme, et qui date depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, menée par l'ONU plus particulièrement, et qui avait réitéré la proclamation de la foi des peuples de toutes les nations du monde, en introduisant des droits dits fondamentaux pour l'application et la confirmation, le renforcement de la dignité, de la valeur de la personne humaine, de l'égalité des droits des hommes, des femmes, et de veiller évidemment sur l'intérêt des nations, petites et grandes. Alors, la dimension universelle, c'est une dimension, quand je parle de la dimension internationale, est une dimension qui est universelle. Et la Charte internationale des droits de l'homme, il consacre ces principes dits sacro-saints des droits de l'homme, cette charte qui comprend particulièrement, ou qui comprend la Déclaration des droits de l'homme, comprend aussi les 2 chartes relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, ou du droit, ou notre charte qui porte sur le civil, sur le politique. Alors, les 2 protocoles sont facultatifs comme ça. Alors, on va vérifier ce qui est important pour les étudiants, de vérifier quel est le contenu juridique ou juridico-politique de la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme revêt un caractère universel. Et universel à plus de titres. Il est universel parce qu'il est adopté au sein de l'ONU comme une instance internationale, une instance à vocation mondiale. Il est également universel par sa destination.
il entend rallier l'adhésion de l'ensemble des États et s'applique à tous les êtres humains sur le plan planétaire. Il est enfin universel par son contenu. Il considère les éléments politiques, économiques, juridiques, matériels et culturels comme indivisibles. Donc, cette déclaration, au niveau du contenu, une nouvelle analyse, il est considéré par les juristes comme une espèce de résolution qui reproduit largement la conception libérale moderne des libertés publiques et qui s'explique par, évidemment, n'oublions pas l'influence des États-Unis sur l'ONU au moment de son adoption. Évidemment, c'est le siège de l'ONU, c'est l'inspiration, c'est la proposition américaine, elle est déterminante. Alors cette déclaration, se compose de 30 articles, plus un préambule, évidemment, plus un préambule où s'inscrivent les grands principes généraux. De l'article 1 à l'article 21, la déclaration énonce l'ensemble des libertés traditionnelles, l'héritage du passé dont nous avons longuement parlé, et cet héritage qui est à la fois individuel et porte sur l'individu, comme il porte sur la collectivité. Et ces libertés sont d'ordre politique, sont d'ordre, par exemple, la non-discrimination, l'interdiction de l'esclavage, la torture, le droit à la vie, le droit à la sûreté, le respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'agir, la liberté finalement d'association, la liberté de réunion. De l'article 22 à l'article 27 sont relatifs aux droits économiques. C'est presque la deuxième génération des droits qui sont intégrés. Ce sont des droits au travail, liberté syndicale, droit au repos. Donc une inspiration finalement d'idéologie, l'idéologie socialiste qui s'est déclenchée depuis la révolution bolchevique, où les socialistes de l'époque considéraient que les droits libéraux sont pas réels, sont négatifs, mais l'essentiel, c'est de donner des prestations aux individus. Alors, ce qui est fondamental dans un droit, c'est de loger les gens, c'est de nourrir les gens, c'est d'assurer des prestations médicales aux gens. Donc, cette deuxième génération de droits, considérées comme effectifs, se sont introduites, influencées par le biais de la déclaration et qui influencées par la suite un certain nombre de constitutions et dont particulièrement tout le monde adopte cette législation sociale pour l'imitation de l'heure de travail, pour la valorisation du salaire, pour la suspension du travail, et ainsi de suite. Donc vous avez une source, je dirais, d'ordre idéologique et qui a son impact sur la mouvance institutionnelle et la mouvance juridique sur le plan international. Alors, de l'article 28 à l'article 30, c'est là où on précise le lien et la corrélation qui existe entre l'individu et la société. Le proclame le devoir de l'individu tant envers la communauté qu'envers les autres, ses semblables, c'est-à-dire le respect des droits de liberté d'autrui, accepter l'exercice de ses propres droits, limitation imposée par l'exigence de la morale, limitation exigée par l'ordre public, par, évidemment, pour des considérations inhérentes au bien-être social. Voilà. Donc, ce sont des déclarations qui sont des principes généraux qui sont insérés dans le contenu de la création. Deuxième génération institutionnalisée, et qui va dans le prolongement de la déclaration, ce sont pratiquement les pactes internationaux. Alors vous avez deux pactes,
qui ont fait l'objet adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies en des mois de décembre 1966, mise en vigueur en 1976. Et ces deux protocoles sont qualifiés de facultatifs. Le premier, il se rapporte au pacte international relatif aux droits civils, politiques, et donc il est mis en vigueur depuis 1976. Alors, et ça touche particulièrement, c'est d'épargner, de protéger les individus civilement, violation de toute nature qu'il soit, sur le plan civil doit être nécessairement protégé, et aussi l'exercice politique doit également nécessairement protégé parce qu'on ne peut pas construire une vie politique démocratique sans passer nécessairement par la protection garantie aussi bien sur le plan international que par les États aussi, parce que les États se sont inspirés de la déclaration pour le consacrer, l'introduire dans les constitutions. Et depuis, le constitutionnel contemporain, il est par excellence, porte par excellence toutes les garanties d'assurer l'exercice politique. Deuxième protocole, il se rapporte droit, c'est de certains droits aussi qui sont d'ordre civil, notamment abolir la peine de mort. C'est déjà une résolution qui est célèbre, celle de 44-128 du 15 décembre 1989, où on reconnaît que la vie humaine et son existence est condition sine qua non pour la protection, pour renforcer cette construction juridique, politico-juridique des droits de l'homme. Alors, on va vérifier justement dans quelle mesure ces droits économiques, politiques, civils, etc., ont un impact sur le comportement des États et le comportement des groupes. Alors, certainement, cette déclaration universelle, il a exercé une profonde influence sur la pensée des acteurs internationaux et nationaux, c'est-à-dire on parle en l'occurrence des instances internationales et des gouvernements, et évidemment c'est inspiré dans l'élaboration de l'application de la déclaration, finalement qualifiée d'instruments, ces instruments qui sont relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organismes des Nations Unies depuis 1948, en développant des principes qui sont déjà énoncés dans la Déclaration universelle. Alors, cette déclaration, je répète, il porte évidemment, protège de toutes les personnes contre la torture, contre tout traitement cruel, inhumain et dégradant, raison pour laquelle c'était l'Assemblée générale en 1975, résolution 3452, où il avait tenu évidemment à rejeter catégoriquement toute action, tout comportement susceptible de violation. Et par conséquent, il a interdit par l'adoption de cette résolution, notamment une autre résolution de 1948, Convention contre la torture et contre les traitements cruels et dégradants, ça a été adopté pour renforcer davantage. Donc c'est tout un processus qui prend sa genèse, qui prend sa source de la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est une déclaration qui avait éliminé toutes les formes d'intolérance, toutes les formes discrimination, fondées soit sur la religion, soit sur des convictions idéologiques. Donc, il est... Alors, vous avez aussi l'impact, ou le poids, ou l'influence d'ailleurs qui est déterminante sur les autres textes qui ne sont pas universels ou internationaux,
mais qui sont d'ordre religieux. Notamment, je parle de l'Europe, sachant pertinemment que l'Europe est le berceau aussi des droits de l'homme, c'est le berceau de la Révolution française. Alors le Conseil de l'Europe, évidemment, s'inspirant de cet héritage révolutionnaire, cet héritage de la Déclaration, et des instruments qui sont institués depuis 1948 par l'ONU. Alors en 1949 juste, il a élaboré deux textes importants. L'Europe, je parle de l'Europe, je parle du vieux continent. Et ces deux protocoles relatifs au droit, au respect des droits de l'homme. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aussi la Charte sociale européenne. La Convention européenne de sauvegarde a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et mise en vigueur en septembre 1953. Il proclame les seules libertés traditionnelles dans l'héritage de ce passé, l'exclusion des droits économiques étant exclue, mais il y a l'institution d'une commission, il y a d'une cour qui protège évidemment ces droits à la fois physiques, à la fois moraux, certaines libertés, ou libertés d'être intellectuel, des libertés, on leur reconnaît évidemment toute une protection judiciaire. La charte sociale, il est signé à Turin en octobre 1961 et porte sur le domaine économique, social. C'est là où vous avez la deuxième génération, l'influence de la deuxième génération dont nous avons parlé, qui d'ailleurs, la genèse, qui fait partie de l'apport socialiste, est inclus dans la mouvance et dans les instruments des droits de l'homme sur le plan international. C'est cette seconde génération qui porte sur l'économique et le social. Il a été consacré et mis en vigueur pas dans le cadre de cette charte sociale des droits de l'homme, le droit de travail, comme je vous ai dit, dont je vous ai parlé, la liberté syndicale, le droit de grève, la protection du travail. Donc, en ajoutant à cela, toute une charrette qui est poussée, nous avons un protocole qui est signé en 1988 qui reprend évidemment, on l'appelle plus particulièrement le protocole additionnel qui renforce ces garanties de droits que nous avons exposées. Voilà une autre mesure dite régionale qui a renforcé aussi davantage, qui a revigoré un peu les assises des droits de l'homme, c'est l'acte final d'Helsinki. Donc l'acte final d'Helsinki, parce que les Européens commençaient à percevoir la situation, le contexte international, avec une certaine méfiance en ce qui concerne la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Donc c'est déjà, les Allemands, ils avaient, si vous voulez voir en matière de relations internationales, la doctrine d'Ostpolitik, qui veut dire que les Allemands étaient conscients si il y aurait une confrontation nucléaire, alors qu'ils se sont pratiquement, ces armes nucléaires vont tomber sur les coups, sur les têtes des Allemands particulièrement, parce que vous avez l'Allemagne fédérale contre l'Allemagne de Honecker, et cela aurait des répercussions sur l'Europe. Et depuis lors, il y a une prise de conscience qu'il faut quand même réduire cette tension, réduire cette guerre froide qui irrigeait le système. Alors, depuis la conférence d'Helsinki était l'occasion justement d'aller dans son sens, c'est-à-dire une possibilité d'améliorer les rapports de force entre les deux belligérants, entre les deux grands, et cela aurait des répercussions sur la détente sur le plan européen. Et cela pourrait évidemment, par cette espèce de réduction, serait l'occasion d'introduire des éléments inhérents aux droits de l'homme et de la liberté. Donc, c'était parmi les principes inscrits dans l'acte final, c'est le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, liberté de pensée, de religion, de conviction et tout ça. Donc c'est déjà très important de voir aussi un autre principe qui d'ailleurs, derrière la conférence d'Helsinki, c'est de consacrer, de renforcer la liberté de circulation des hommes, la liberté de circulation des idées, c'est très important, parce que
vous savez que la guerre froide, il y a deux espaces de confrontation et des espaces aussi de pensée qui sont cloîtrés, confinés. Chacun garde sa pensée à lui-même et à ses sujets ou à ses citoyens. Donc c'est une manière aussi, va être un élément fondamental dans la circulation des idées, des informations, la diffusion du savoir, la diffusion de la technologie, etc. Donc il y a une possibilité aussi d'améliorer la circulation entre les États au niveau de l'octroi des visas, des facilités de déplacement, plus particulièrement aux journalistes, pour savoir, pour que les Européens s'informent davantage de ce qui se passe dans le vieux continent. Donc vous avez aussi du charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée en 1992, et il a introduit pour la première fois, pour la distinguer des autres chartes, c'est en introduisant la notion de citoyenneté européenne, en posant le principe de liberté et de démocratie qui est fondamental, le respect des droits de l'homme, liberté fondamentale et consécration de l'état de droit. Donc, il y a cette charte où nous avons, par laquelle nous avons incorporé un certain nombre d'éléments, je dirais même si j'ai quand même une mémoire d'éléphant pour reprendre un peu le contenu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est pratiquement égalité, le non-recours à la menace, l'intégrité territoriale, c'est pratiquement une petite reproduction des principes clés des relations internationales. Vous savez que les principes sur lesquels se base un peu la constitution de la Charte, de la Convention de San Francisco des Nations Unies, c'est les principes dits qualifiés de sacro-saints, le principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres, donc c'est très important, en plus de la cohabitation ou de la coexistence spécifique. Il faut ajouter, c'est-à-dire que l'égalité de droit, le principe d'égalité entre les États, c'est très important, la coopération entre les États, mais en rajoutant à cela, évidemment, le non-recours à la force, à la violence contre les États qui sont souverainement égaux. Donc voilà, et ça c'était consacré, donc c'était finalement une convention, une charte rédigée par un certain nombre d'États, en introduisant évidemment pour donner un aspect un peu judiciaire à la chose. Donc vous avez le Conseil de la Cour de justice et le Conseil de l'Europe qui assistent aux travaux évidemment de cette charte, ce projet qui a été finalement adopté, proclamé par la Commission européenne et par le Conseil de l'Union européenne lors du Conseil de Nice le 17 décembre 2000, le 7 décembre 2000. Donc, en général, pour résumer un peu cette séquence, il y a des éléments qu'on partage, les éléments qui sont très anciens et modernes, les droits économiques, droits politiques, tout se base sur la dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Donc ces principes qui ont évidemment développé et taillé dans un certain nombre, dans l'arsenal juridique européen et dans l'arsenal juridique évidemment universel et international. En plus de ça, vous avez les textes américains, le texte aussi africain, le texte arabe. Donc ce sont aussi des textes qui consacrent la dimension régionale des droits et libertés publiques. Donc je m'arrête là et je vous remercie.